de quoi s'agit-il? Alors, on ne va pas tellement parler de l'âge de la Terre, enfin on va en parler, mais ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire de cet âge. En d'autres termes, par quel miracle la Terre a pu vieillir de plus de 4 milliards d'années en moins de 400 ans. Bon, alors, j'ai une très jolie citation de Kepler, qui était un grand monsieur, vous pouvez la lire vous-même en rouge. Les voies par lesquelles les hommes arrivent à comprendre les choses célestes me semblent aussi admirables que les choses elles-mêmes. Alors on va illustrer un petit peu ça. Les choses elles-mêmes, c'est l'âge de la Terre, la détermination de l'âge de la Terre, qui est un sujet absolument passionnant et paranoïaque. C'est-à-dire, aucun domaine des connaissances humaines, pratiquement, n'échappe à la détermination de l'âge de la Terre. Il y a énormément de physique, il y a des mathématiques, il y a toute la physique nucléaire, il y a de la chimie, il y a de la géologie évidemment, il y a de l'histoire, il y a de la philosophie, il y a de la religion. Il y a peut-être que la gastronomie qui échappe à ça, mais tout le reste des savoirs humains est concerné. Donc c'est un cas très précis qui permet d'établir comment se fait ce qu'on pourrait appeler une vérité scientifique. Et puis les voies maintenant. Alors, comment et pourquoi d'anciens préjugés, partagés par les plus grands savants, ont dû être abandonnés? C'est une très jolie citation de Galilée, qui se moque de ceux qui pensent chercher la vérité ni dans le monde, ni dans la nature, mais dans la confrontation des textes. Vous voyez, ils ne visent pas la Bible, mais c'est pas loin. Enfin, ils n'osent pas trop le dire. Alors, il y a un très bon bouquin sur lequel je vais me placer, qui malheureusement n'a pas été lu par des milliards d'individus, mais je vais essayer de résumer un petit peu le contenu de ce bouquin. Alors, selon le texte biblique, l'âge de la Terre est bien déterminé. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ne lisent pas la Bible. Vous verriez que ça commence par « Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés », etc., etc. Et puis ensuite, vous avez, ça va jusqu'à Noé, et puis ça continue, et ça va. Et si on fait soigneusement l'affaire, on va jusqu'à Nabuchodonosor. Ce qu'a fait Newton, de façon extrêmement précise, c'est de prendre sa calculette, d'additionner les dates, ce qui est très facile à faire, et il a abouti à la conclusion de 3998 ans. C'est très très précis. Vous avez même un commentateur qui est considéré comme le pape de la datation biblique, qui s'appelait Usher, et lui, il a abouti à la conclusion de 4004, et même le 23 octobre. Donc vous voyez, on ne peut pas être plus précis. Donc ça, c'est l'avantage du texte biblique, c'est que ça donne une réponse. Maintenant, selon les programmes officiels, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, il y a à l'extrême gauche, il y a le Big Bang. Alors, je ne veux pas dire, si ça vous intéresse, on pourra voir ce que c'est que le Big Bang, mais ce n'est pas l'origine de l'univers. C'est simplement le point zéro à partir duquel les physiciens actuels savent faire un peu de physique. Avant, on ne sait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Ça veut dire que nous, on ne sait rien. Bon. Et puis, donc 14 milliards d'années à peu près. Puis quand on remonte, eh bien, à 4,650 milliards d'années, il y a la création du Soleil et de tout le système planétaire. Tout ça, c'est la même chose, à quelques millions d'années près. Ensuite, pour prendre des dates un peu comme ça, il y a 3,4 milliards d'années, l'apparition des premières formes de vie. Enfin, tout ça est discutable. Enfin, c'est l'ordre de grandeur. Et puis, vous voyez, pour remonter dans le temps, il y a 65 millions d'années, disparition des dinosaures. C'est bien connu, et apparition de la femme et de l'homme, vous voyez, c'est indiqué ici. J'ai mis 2017 parce que j'ai écrit le transparent en 2017, mais ce serait valable aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est très 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 proche, c'est pas une échelle dont on a l'habitude. Alors le point important, c'est que dans la création biblique, la Terre et l'univers sont apparus en même temps que les animaux, que l'homme, que la femme, etc., enfin à quelques jours près. Bon, dans ce que je vous ai montré là, c'est pas comme ça, Vous voyez, c'est pas du tout apparu en même temps, et c'est très très récent, l'apparition de l'humanité. Bon. Alors, ce qu'ont fait les savants de la Renaissance, c'est d'essayer de justifier empiriquement les affirmations de la Bible. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et la preuve que la Bible dit bien des choses sur le déluge, c'est qu'on trouve des bouts de poissons, enfin des arêtes de poissons sur les montagnes. Donc ça prouve bien que le déluge a existé. Bon. Alors, il y a une très jolie phrase de Pascal que j'aime bien. « Je ne puis pardonner à Descartes. Il aurait bien voulu dans sa philosophie se pouvoir passer de Dieu,
mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'y a plus que faire de Dieu. Quand vous donnez cette explication aux élèves, ils vous demandent qu'est-ce que c'est qu'une chiquenaude. C'est pas bon, chiquenaude, c'est ça. Donc il n'y a plus que faire de Dieu. C'est intéressant ça, parce que Pascal n'a pas tout à fait tort. Le monde, pour les savants que Pascal met en cause, le monde, bien sûr, a été créé par Dieu, ça ne se discute pas, mais ensuite, il doit obéir aux lois de la physique. En gros, c'est ça que dit Pascal. Et ça, c'est assez vicieux. Alors, pourquoi ? Alors, on va chercher un extrait de naissance, on va chercher une justification de l'âge de la Terre. Pour ça, en dehors de la Bible. Pour ça, il faut prendre des phénomènes qui prennent du temps. Et si on connaît le temps que ces phénomènes prennent, on a une estimation de l'âge de la Terre. Alors, un des premiers, c'est intéressant, c'est un type qui s'appelait De Maillet et qui a calculé l'ensablement des pores par l'arrivée du sable dans le désert. Bon. Et puis, le type est très curieux. Il a abouti à des conclusions de plusieurs milliards d'années. C'est pas loin, c'est pas du tout biblique. Il a eu la trouille un peu parce que c'était pas très convenable de dire ça. Donc il a pris un pseudonyme qui s'appelait Telliamed, c'est l'anagramme de son nom. Il a publié en Hollande et 10 ans après sa mort. Donc toutes les garanties étaient remplies pour ne pas en souffrir. Mais le type était curieux, il pensait que tout venait de la mer. Il y avait des femmes poissons, des hommes poissons, on en avait vu. Enfin, c'est un mélange de choses étonnantes quand on lit ça. Enfin bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça vaut un coup de le lire. Et il a été pris très au sérieux par les savants successifs après. Alors, il faut mentionner Buffon, évidemment, qui est un très très grand monsieur. Il avait 2 théories pour fixer l'âge de la Terre, qui toutes les 2 vont finalement être utilisées en un certain sens. D'une part, la sédimentation. Il regardait, si vous voulez, voilà. Vous voyez les couches successives. Si on connaît le temps nécessaire à fabriquer une couche, on a une idée de l'âge de la Terre, parce qu'on prend toutes les couches, on multiplie et on y va. Bon, il a eu une autre idée, vous voyez, c'est un petit peu l'analogue de dendrochronologie. Vous prenez un arbre, vous comptez les cernes, ça marche pour les arbres, pas pour la Terre. Une autre approche expérimentale, celle-là, c'était les boulets chauffés. Donc l'idée, c'est que la Terre, au départ, au moment de sa création, si j'ose dire, était une boule uniformément chaude de plusieurs milliers de degrés. Et aujourd'hui, la Terre, elle est ce qu'elle est. Donc si on connaît le temps nécessaire pour qu'une boule chaude se refroidisse à la température actuelle, on a une idée de l'âge de la Terre. Oui, c'est une bonne idée. Comme on ne peut pas prendre de boules de la taille de la Terre, évidemment, il a pris des petits boulets successifs et puis il va extrapoler. Il va faire des mesures très très précises de ça. Mais enfin, il n'avait pas de thermomètre non plus à l'époque, donc il fallait toucher. Enfin, c'est bon. Et puis il va aboutir, alors avec cette méthode des boulets chauffés, il va aboutir à des âges de l'ordre de 70 000 ans. Il va donner beaucoup de chiffres significatifs d'ailleurs, mais c'était 70 000 ans. Par contre, pour la sédimentation, il n'a pas donné de chiffres parce qu'il était effrayé de ce qu'il trouvait. Il trouvait que c'était énorme, bien au-delà des 70 000 ans. Bon, Buffon n'était pas tout à fait en odeur de sainteté. Il devra même s'autocritiquer auprès des docteurs de la Sorbonne pour son âge non biblique de la Terre. Il a eu cette phrase que je trouve merveilleuse. Il s'autocritique et il dit je préfère être pas plat, je préfère être il a dit plat que pendu, mais il voulait dire je préfère être couché que pendu. C'est joli comme phrase. Ça à mettre en rapport avec ce que Galilée aurait dit, et pourtant elle tourne. Alors, il y a une autre façon d'opérer qui a été proposée par Darwin Jr., le fils de Darwin, qui était sur l'éloignement de la Lune. Vous voyez, l'idée qu'il avait, c'est que la Terre, à son début, était chaude et molle. Et comme elle tourne sur elle-même, par force centrifuge, elle a éjecté un corps qui va devenir être la Lune. Bon, c'est une théorie fausse, mais enfin qui est vraisemblable, disons. Et si vous faites des calculs assez compliqués de l'éloignement de ce corps, vous pouvez prendre le temps nécessaire à ça. Et c'est il va trouver de l'ordre de 60 à 70 millions d'années. Bon, c'est une théorie fausse, on sait maintenant que la Lune ne vient pas de ça, qu'elle vient de la collision de la Terre avec un astéroïde, etc. Mais bon, peu importe. Vous avez une autre idée, c'est la teneur en sel des océans. C'est Halley, l'homme de la comète de Halley, qui a eu cette idée-là, et ça a été ensuite travaillé par Joly.
L'idée, c'est que le sel de la mer lui est apporté par les rivières. C'est un peu bizarre de dire que l'eau douce sale la mer, mais c'est bien ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est que l'eau douce des rivières est douce en apparence, mais en vérité, elle est chargée de sels minéraux, raclés sur les fonds de rivières. Et que quand cette eau chargée arrive dans la mer, qu'est-ce que fait la mer? Elle passe son temps à évaporer. Et quand la mer évapore, qu'est-ce qu'elle évapore? Elle évapore de l'eau douce. Donc petit à petit, elle est chargée en eau chargée, si j'ose dire, elle évapore de l'eau douce, et donc le sel lui vient de cette eau douce. Bon. Si on pouvait calculer la quantité de sel contenu dans la mer, le débit des rivières, etc., on pourrait avoir un ordre de grandeur de l'âge de la Terre. Voyez. Donc c'était une bonne idée. Bon, elle n'est pas juste en fait, mais enfin il a abouti aussi à l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'années. C'était pas très précis, mais enfin c'était pas mal. Bon, alors maintenant des choses plus sérieuses, c'est Kelvin. Kelvin est un des plus grands savants du XIXe siècle. Il va reprendre un peu l'idée de Buffon, à savoir qu'au temps T0, enfin par définition de l'origine de la Terre, il y a une énorme boule à 4 ou 5 000 degrés, et il faut calculer le temps qu'elle va mettre à se refroidir. Mais au lieu de faire des expériences comme a fait Buffon, qui étaient des expériences naïves, parce que Buffon finalement a fait ses manips avec des boules de plus en plus grosses, mais il a extrapolé linéairement. Et ça, c'était l'erreur. L'extrapolation linéaire est complètement fausse dans ce cas-là. Donc, Kelvin va faire autrement pour extrapoler. Il va utiliser quelque chose que vous ne pouvez pas contester. Comment ça marche? Voilà. Il va utiliser cette équation. Personne ne peut la contester. Hein. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je mets ces idées de Buffon revues par Fourier. Fourier était un matheux du début du XIXe siècle, matheux physicien d'ailleurs, qui a fait la théorie de la chaleur. Et il a montré que quand vous chauffez un corps, la façon dont la température évolue dans ce corps, en fonction du point et du temps, est régie par cette équation-là, qui est l'équation de Fourier. C'est une belle équation, à voir. Elle a l'air incontestable, elle est incontestable. C'est-à-dire elle a été vérifiée aussi bien que x égale 1,5 de GT2. Il n'y a aucune exception à cette loi-là. Donc il faut y croire, et y croire vraiment au sens profond du terme. Voilà. Alors si on prend cette loi et qu'on fait un petit peu de mathématiques, oui, ça c'est l'apport des mathématiques, on peut arriver à montrer que cette loi détermine un gradient de température sur la Terre. C'est-à-dire, gradient de température, c'est la façon dont la température évolue en fonction de la profondeur. Bon. Et en fonction du lieu. Si vous voulez, grand T, c'est la température, petit t, c'est le temps, et x, y, z sont les coordonnées du point. Donc ça vous lie l'évolution de la température dans le temps au point qu'on considère. Or, l'expérience prouve que quand on s'enfonce dans la Terre, on gagne 1 degré tous les 100 mètres, quelque chose comme ça. Non, 2 degrés, enfin peu importe. On gagne une certaine température. Et ça résulte des équations de Fourier. Et on peut trouver comme ça le temps mis nécessaire pour obtenir ce gradient. Si vous voulez, au début, le gradient est pratiquement infini, puisque la Terre est à 4000 degrés, et dehors, c'est rien du tout. Et puis, plus le temps arrive, plus ça s'homogénéise en température, et plus la température devient smooth, et plus voilà, le gradient diminue. Et Fourier, Kelvin, en faisant des calculs, a abouti à des temps de l'ordre ça a varié, enfin, entre 20 millions et 80 millions d'années. Bon. Donc vous voyez, c'était assez cohérent tout ça, dans les 20. Donc, on est loin des âges bibliques, évidemment, mais voilà. Alors, il y a eu d'autres méthodes aussi, enfin, les deux méthodes les plus importantes, évidemment, c'est la théorie de l'évolution de Darwin et la radioactivité résiduelle. Alors, Darwin était contemporain de Kelvin. Darwin s'est intéressé aussi à l'âge de la Terre. Il a commencé par une théorie assez fausse, le jeune Darwin, en faisant un peu de la stratigraphie, si vous voulez. Il a abouti à 300 millions d'années, quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a fait autre chose, il a fait du darwinisme réel. Alors, bon, ça c'est Darwin, vous connaissez, hein, la caricature de Darwin, comme si l'homme descendait du singe, évidemment. Et l'idée de Darwin pour dater la Terre, enfin, il ne voulait pas dater la Terre, en fait, c'était un sous-produit. Voilà la considération. Si vous prenez une couche géologique qui a mis un certain temps à se produire, Darwin dit, je ne sais pas combien de temps,
mais beaucoup. Enfin, 1 million, peut-être 10 millions, oui, il y a presque un facteur 10, on ne sait pas, mais c'est de l'ordre de grandeur, 1 ou 10 millions. Et si vous regardez les petites, j'ose pas dire les espèces parce que je vais me faire taper sur les doigts, je vais prendre un terme plus scientifique, les petites bestioles, les squelettes de petites bestioles qui sont inclus dans ces strates, vous vérifierez que dans une strate, il y a très très peu d'évolution, pratiquement pas, elle est imperceptible. Or, dit Darwin, qui croyait à la théorie des espèces évidemment, je sais que ces petites bestioles minuscules auront donné naissance à des êtres plus gros, plus grands, pour aboutir finalement à des êtres aussi civilisés que les gens qui sont dans cette salle. Bon. Mais si je prends une couche datée, disons, d'1 million ou peut-être de 10 millions, il n'y a pratiquement pas de changement. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? C'est que le temps de 10 millions, ou d'1 million même, est dérisoire par rapport au temps géologique nécessaire à la fabrication des êtres vivants. Oui, c'est un argument qui est à la fois très fort, si on est convaincu de la théorie de Darwin, évidemment, d'évolution des espèces, mais en même temps faible parce qu'il ne donnait pas de date précise. Mais en tout cas, il refusait cette histoire de 100 millions ou 200 millions. Pour lui, c'était exclu. Il n'a pas donné de chiffre à ma connaissance là-dessus, mais il pensait manifestement en milliards d'années. Vous voyez, ça, c'est l'apport de... Alors, il y a eu une polémique historique très importante, évidemment, entre Darwin et Kelvin. Je signale d'ailleurs que Kelvin, jusqu'au bout, ne va pas croire autant de milliards d'années. C'est l'entêtement du monsieur est étonnant. Enfin, peu importe. Voilà. Alors, il va arriver un miracle. Donc, cette polémique entre les deux aurait pu durer à l'infini, parce que chacun avait des arguments. Kelvin disait à Darwin, vous ne croyez pas aux lois de la physique. Ça, c'est un sacrilège, si j'ose dire. Bon. Et Darwin dit, si, je crois aux lois de la physique. C'était pas... Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, quelque chose qui ne va pas. Et alors, il a vaguement émis l'idée d'une radiation émise par le Soleil, un truc complètement fantaisiste qui permettait de rétablir la physique dans l'affaire. En fait, il va arriver la radioactivité découverte par Becquerel en 1896, qui va réaliser un miracle double. D'une part, ça va invalider les hypothèses de Kelvin, et d'autre part, ça va fournir une datation absolue. C'est un vrai miracle. Bon. Alors, invalider les hypothèses de Kelvin, il faut les rappeler. Les hypothèses de Kelvin reposaient sur l'équation de Fourier, qui, vous êtes d'accord avec moi, est incontestable, elle est bonne, mais reposait aussi sur l'hypothèse que la Terre était une espèce d'énorme boule homogène et se refroidissant donc par conduction. Alors que, en vérité, on va montrer que c'est pas comme ça que ça se passe, et qu'elle se refroidit largement par convection, c'est-à-dire par circulation de matière. Donc la Terre n'est pas une boule rigide, contrairement à ce que pensait Kelvin, qui croyait même l'avoir démontré par des considérations astronomiques. C'est une boule molle. Molle, pas au sens où si vous appuyez, c'est mou, au sens géologique du terme, c'est-à-dire même qu'un glacier, si vous voulez, un glacier, il évolue, mais il a l'air dur à voir, mais il évolue quand même, il coule. Donc la Terre échange sans cesse du matériau à l'intérieur, et donc les lois de Kelvin ne marchent pas. C'est d'autres lois qu'il faut considérer, qui sont beaucoup plus compliquées, mais qui ne sont pas données par l'équation de Fourier. Donc, les hypothèses de Kelvin sont invalidées. Deuxièmement, on va obtenir, grâce à la radioactivité, une datation absolue. C'est un vrai miracle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, je suppose que ma collègue le fera. Vous voyez, cette radioactivité, j'ai mis, parce que je trouve ça amusant, le mystère des rayons uraniques. Ça s'appelait les rayons uraniques au départ. Et on vendait des crèmes de beauté radioactives. Ça a eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, ça en aurait moins, je pense. Bon. Alors, la datation, je vous développe, parce que j'ai vraiment pas le temps, une vision très rapide de la radioactivité pour les nuls. Donc, quand vous avez un élément radioactif, comme l'uranium-238, il se désintègre en donnant naissance à du plomb-206. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, ils désintègrent en plein de machins successifs, mais en gros, on part de l'uranium-238 et on arrive au plomb-206, avec ce qu'on appelle une période de 4,5 millions d'années. Alors, 4,5 millions d'années, milliards d'années, il y a n'importe quoi là-dessus. Bon, 4,5 milliards d'années.
Bon, bref. Alors, si on suppose qu'à l'instant T de la mesure, tout le plomb 206 d'un échantillon provient de l'uranium-238 et qu'on trouve que la quantité d'uranium-238 est égale à la quantité de plomb 206, alors petit t égale grand T. C'est-à-dire le temps dans lequel on est égal à la période radioactive de l'élément considéré. En vérité, les calculs sont beaucoup plus compliqués, ils sont faits avec d'autres chaînes radioactives, etc. Mais l'idée est quand même là. C'est-à-dire la décroissance radioactive permet de dater l'élément considéré. Alors, tout ça, si c'est développé, évidemment, ça peut permettre d'illustrer un peu ce qu'on appelle une démarche scientifique. Donc, comme vous savez, il y a la réfutabilité. C'est-à-dire, si on ne peut pas nier, si on ne peut pas contester un résultat scientifique, c'est qu'il n'est pas scientifique. Popper disait, par exemple, que la religion n'était pas scientifique, puisqu'on ne peut pas la réfuter. Il disait aussi ça du marxisme et de la psychanalyse. Bon, il a un peu évolué là-dessus, mais en gros, c'est ça qu'il dit. Il faut que votre théorie soit universelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépende pas du pays, du genre de la personne qui l'énonce, etc., etc. La parcimonie, c'est bien connu, il faut que ce soit l'explication la moins complexe. La capacité à prévoir aussi, tout ça, bon, c'est vrai. La consistance interne, ça c'est très important, qu'elle ne soit pas autocontradictoire, mais surtout la consistance avec le reste des connaissances. Je crois que véritablement ce qui caractérise un résultat scientifique valable, c'est qu'il s'emboîte parfaitement avec le reste des connaissances et en anticipe d'autres et les enrichit, les nie en partie et les enrichit. Bon. Alors, est-ce qu'on est certain des 4,543 milliards d'années de la Terre ? Est-ce que c'est réfutable, par exemple ? Bon, mais il faut regarder quelles sont les hypothèses. Alors, les hypothèses, c'est que les périodes des éléments radioactifs n'ont pas varié dans le temps. Si elles avaient varié dans le temps, évidemment, ça invalide la datation. Aucune expérience empirique, aucune observation ne permet de le croire, et elles sont très précises maintenant. Donc si ça a varié dans le temps, ça a varié de pouillème, donc c'est irrelevant. Deuxième élément important aussi, c'est que les échantillons sur lesquels on a testé les présences de plomb et autres cochonneries, qu'ils ont été testés en fait, non pas sur la Terre, parce que sur Terre on ne trouve pas de très vieilles roches, à cause des mouvements du manteau, on ne les trouve pas. Mais on les trouve par contre dans les météorites qui gravitent autour de la Terre. Et donc l'hypothèse, c'est que l'âge de ces météorites est égal à l'âge de la Terre. Alors c'est-à-dire que le temps d'accrétion, si vous voulez, dont a eu besoin la Terre pour se former, n'est pas excessif. Or, maintenant, c'est discuté à l'infini, mais l'ordre de grandeur, c'est quelques millions d'années, le temps d'accrétion. Donc, il faudrait qu'il le varie de façon colossale pour ne pas croire au résultat. Donc, moyennant ces deux tests de réfutabilité, on peut dire qu'on est certain, au sens scientifique du terme, des 5,40. Bon. Alors, le dernier chapitre, maintenant, c'est cette remarque que derrière la science, il n'y a que l'enseignant. Et derrière tout ça, il y a le livre, le poids de la famille, des traditions et de l'entourage, qui est beaucoup plus prégnant et beaucoup plus concret pour l'élève que derrière la science. Alors je crois qu'il y a une bataille qui est perdue, c'est celle qui opposerait le dogme de la science à celui de la religion. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'idée, vous me dites monsieur, vous me dites ça, mais d'autres qui sont tout aussi savants que vous me disent ceci, qui croient dans cette affaire. Donc, il faut apprendre à faire la différence entre des vérités révélées et fixées et celles qui sont fournies par la science. On pourrait se dire qu'importe finalement la croyance d'un monde créé en 6 jours, la Bible et le Coran ne sont pas des livres de science, personne ne le prétend. Mais si on peut instiller le doute sur des affirmations de type scientifique que contiennent ces livres, quand même, quand ils sont pris au premier degré, évidemment, alors peut-être c'est ce qui n'est pas si difficile à faire. Alors peut-être on peut aussi faire réfléchir sur la relativité de certaines prescriptions sociales qui peuvent être, elles, très dommageables. Je pense là à la condamnation d'avortement, de l'homosexualité, au rôle inférieur des femmes, etc. etc. Donc ils ont une façon d'aborder le... Voilà, bon, je vous remercie de votre attention.